Alors, excellent. Entre-temps, on peut m'écrire dans le chat. En fait, quand je peux voir le chat, je suis contente. Tout fonctionne à merveille. Alors, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue dans cette masterclass, l'opposition spirituelle chez ton enfant. Alors, on va y aller tout de suite. Mais avant que je rentre dans le sujet, j'aimerais me présenter. Bonjour à tous. Mon nom est Kim Deducamour, coach et mentor parental. C'est moi la fondatrice de, justement, Éducamour. Alors, j'accompagne les parents épuisés, débordés à retrouver leur autorité parentale pour que les cris s'arrêtent, que le respect revienne et que la paix s'installe durablement à la maison. Et ça, sans peur, sans culpabilité, sans briser le lien avec ton enfant. Euh, L'approche que j'ai, moi, m'approche consiste sur on va dire trois bases. La première sur l'intelligence émotionnelle, comprendre avant de réagir. La sagesse spirituelle, c'est la deuxième base, agir depuis à partir du calme et pas à partir de la peur. Et la troisième base, c'est la bienveillance éducative. Alors, des limites fermes qui tiennent et qui respectent. J'aime dire aux parents qu'un parent solide ne choisit pas entre l'amour et l'autorité, il les unit les deux ensemble. En fait, quand il faut les deux ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aussi que la volonté ne change pas un parent. Oui, il faut le vouloir, c'est bon, mais ça ne suffit pas. La transformation, oui. Parce que sous pression, quand la tempête se lève dans la maison, on ne transmet pas ce qu'on sait. On ne transmet pas ce qu'on voudrait être non plus. On transmet ce qu'on porte en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on porte? Les blessures qui nous ont été héritées, les réflexes qui sont gravés dans notre mémoire, dans notre subconscient, les douleurs non résolues. Hmm. C'est ça qui sort quand on est sous pression. Donc, pas les vidéos, pas les livres qu'on a lus, pas les bonnes intentions, mais vraiment toutes ces choses-là, ce qui est en nous, c'est ça qui sort quand on est sous pression. Alors, on y va pour le sujet du jour. Ah oui, en passant, si tu as un papier, crayon à côté de toi, prends-le pour pouvoir prendre des notes parce que j'ai beaucoup de choses à partager aujourd'hui. J'ai révisé la matière, je me disais que c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Tu donnes beaucoup là, il va falloir que tu relèves. Alors, je te donne beaucoup aujourd'hui. Alors, je vais juste faire un rappel parce que la dernière fois que j'ai fait la masterclass, c'était les 5 types d'opposition. Et je t'en fais un résumé rapidement. Mais si tu veux savoir c'était quoi les 5 types d'opposition, tu vas aller plus en détail. Je vais mettre un lien YouTube, c'est sur ma chaîne YouTube, tu vas voir euh, en détail justement ces 5 types d'opposition. Et pendant que je faisais les 5 types d'opposition, c'est comme ça que la sixième, ce qu'on va voir aujourd'hui, est arrivée. Alors, rapidement, on a vu que l'opposition numéro 1, développementale, commence à partir de 18 mois. L'enfant teste les limites pour comprendre ce qui est stable dans son monde. Et à chaque fois, il est là, il se pose, en tout cas inconsciemment, il y a cette question qui se pose. Est-ce que cette limite vraiment existe? Jusqu'où maman ou papa va tenir ferme? Ça commence déjà à partir de 18 mois. Et la clé que j'ai donnée, la clé numéro 1 que j'avais donnée, c'est de tenir un cadre clair et constant. La deuxième type d'opposition, c'était le type émotionnel. Euh, à partir de 2 ans. Là, vous allez voir que j'ai mis 2 ans, 3 ans, 6 ans, tout ça. C'est parce que je m'adresse en général à des parents qui ont des jeunes enfants à la maison. Mais si tu as un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça va. Ça va pour ça aussi, OK? Donc, opposition émotionnelle, 2 ans. À partir de 2 ans, l'enfant est submergé par une émotion qu'il ne sait pas encore nommer, plusieurs émotions. Il ne s'oppose pas à vous, c'est juste qu'il déborde. Il déborde d'émotions. Et là, j'avais dit comme ça, comme clé numéro 2, c'est co-réguler, l'apprendre justement à gérer ses émotions à travers toi. Toi qui nous montres comment gérer, parce que toi aussi, tu gères tes émotions. Donc, c'est ce que j'avais. Parfait. Ensuite, troisième type d'opposition relationnelle.
Opposition relationnelle à partir de 2 ans, l'enfant s'oppose parce qu'il ressent un manque de lien. Donc, c'est un appel à ce moment-là, ici, là. Un appel que la troisième clé à reconnecter avant de corriger. Alors, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Alors, je suis en train de faire un petit résumé sur les 5 types d'opposition qu'on a déjà explorés la dernière fois au dernier live que j'avais fait le mois passé. Et je mettrai le lien par courriel ou sous la vidéo euh, de cette vidéo-là que j'avais faite. Donc, il y a plus de détails sur les 5 types d'opposition. Là, je fais juste un résumé. La quatrième type d'opposition qu'on avait vu, c'est l'opposition d'affirmation à partir de 3 ans. Alors, l'enfant veut s'affirmer, affirme son identité, sa volonté, son existence propre, même s'il a 3 ans. Alors, il veut décider. Hein? Et là, il ne veut pas nous défier, c'est qu'il veut montrer qu'il est capable aussi de décider, de prendre des décisions. Alors, la clé que j'avais dit ici, c'est de canaliser ce besoin-là sans l'écraser. Et le cinquième type d'opposition physiologique à partir de 0 à jusqu'à peut-être même jusqu'à notre âge aussi, on ne sait jamais, parce que là, le corps à décrocher avant le comportement. Ça veut dire qu'il est fatigué. L'enfant est fatigué. L'enfant a faim. L'enfant a une surcharge sensorielle. C'est trop. Il y a trop d'activités dans sa journée ou même peut-être pendant plusieurs jours. Donc là, maintenant, il n'en peut plus. Et boum, oui, il fait une crise. Il y a de l'opposition, etc. Alors là, j'avais dit comme ça que il faut adapter l'environnement. Donc ça, c'était les 5 types d'opposition qu'on a vus la dernière fois, que je vous inviterai à aller regarder en plus en détail, et qui m'amène aujourd'hui à parler du 6e type d'opposition, qui en fait, quand aurait dû être le premier, parce que je crois que ce type d'opposition gouverne le tout. Comme vous l'avez vu, vous savez, c'est le type d'opposition spirituelle. Alors, bienvenue, l'opposition spirituelle, et à partir de 3 ans même. Alors, votre enfant ne teste plus votre autorité. Il teste votre intégrité. Hmm. De temps en temps, je vais faire une pause parce que quand même, je veux faire réfléchir. OK, j'aime ça faire ça. Je veux faire réfléchir et puis je vais vous laisser aussi mijoter ce que je dis. Et je veux aussi, si vous voulez répondre aussi, vous pouvez répondre aussi dans le chat aussi. OK? Donc, ce soir, ce matin, cet après-midi, aujourd'hui, on voit l'opposition spirituelle. Allons-y. Alors, Kim, qu'est-ce que tu veux dire par opposition spirituelle? Hein? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, ce que je veux dire, je veux parler des valeurs, je veux parler des croyances, je veux parler des principes, je veux parler du sens, je veux parler de l'identité. C'est de ça que je parle quand je parle du spirituel et pas seulement la foi, euh, la religiosité, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est ça. OK? Donc, quand je parle de spirituel, je parle des valeurs, ce qui est juste, ce qui mérite d'être défendu et transmis. Par exemple, ton enfant dit à son ami à l'école que c'est pas correct de mentir au professeur, même si tout le monde le fait. Il faut pas faire ça. Alors là, déjà, tu vois que l'enfant commence à tenir une valeur même sous pression sociale. C'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire aussi. Un enfant qui se tient comme ça. Voilà. Il y a aussi les croyances, ce en quoi l'enfant croit sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Ce en quoi l'enfant croit sur lui-même, les autres et le monde. Les croyances se forment très tôt et souvent sans qu'on le réalise. Ce sont, que je pourrais dire, les lunettes à travers lesquelles l'enfant interprète ce qui lui arrive en fait de compte. Par exemple, un enfant de 3, 4, 5 ans, l'enfant qui dit ah, moi je suis pas bon, je suis pas bon. Surtout lorsqu'il a fait quelque chose, il a fait un dessin, il voit que c'est pas beau, c'est pas que le dessin est pas beau, lui il est pas bon ou qu'il a fait quelque chose déjà, il le voit qu'il est pas bon. Alors, il commence déjà à former une croyance sur ses capacités. L'enfant qui dit, oh, mais de toute façon, il n'y a personne qui m'aime, personne ne veut jouer avec moi, donc personne m'aime après justement un conflit avec un ami.
Donc, il construit une croyance sur sa valeur relationnelle. Ça commence très jeune. L'enfant qui se dit, mais ça sert à rien d'essayer, je réussis jamais de toute façon. Ouh, la croyance, là, elle est ancrée. Elle guide ses choix et ses efforts. Je veux qu'on ouvre nos yeux aujourd'hui sur, et c'est ma prière, c'est ma prière, que pendant que je parle tout ça, que vraiment Dieu puisse vous montrer, vous souffler quelques mensonges. Parce qu'il y a des mensonges, c'est des mensonges que nos enfants croient déjà et ils pensent que c'est la vérité. Mais on sait que ce n'est pas la vérité. Les principes, la conscience du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Alors, votre enfant de 4 ans vous dit, c'est pas juste, pourquoi? Surtout quand il voit que son frère ou sa sœur a, mettons, un plus gros morceau que lui, son grand frère a un plus gros morceau. Déjà, il va s'énerver, il va être fâché. Mais c'est pas un combat, il n'est pas il est pas en guerre, c'est juste que son sens du principe d'équité s'éveille. L'enfant qui revient de l'école bouleversé parce qu'un ami a été accusé injustement par le professeur ou par un adulte. Il ressent déjà l'injustice dans son corps. Il y a des enfants sensibles, hein? Il y a des enfants sensibles à ça lorsqu'ils voient que l'autre a vécu quelque chose et c'était pas juste. Hmm. En passant, il y a des bons enfants. Il y a des enfants, là, franchement, là, oh wow, ils sont bons. Et je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais je suis aussi dans le domaine, ça fait des années que je suis dans le domaine de l'éducation. Et mon expérience, là, non, la plupart des enfants sont bons. Et si les enfants sont bons, c'est parce que parents, vous êtes bons vous aussi. Alors, on peut OK? Vous faites du bon travail, je vous encourage là maintenant. Quel autre exemple je pourrais donner? Votre enfant refuse, par exemple, de tricher à un jeu, même s'il pourrait gagner, mais il ne le fait pas par principe. Même si, tu sais, il n'y a personne qui le regarde, il sait que non, on ne sait pas quelque chose à faire. Le sens, pourquoi on fait les choses comme ça? Pas juste comment on le fait, mais pourquoi? Hein? L'enfant qui va te dire, mais pourquoi on dit merci? Pourquoi je dois dire merci? Mais pourquoi je dois dire bonjour? Surtout les enfants d'aujourd'hui. Pourquoi je dois dire bonjour? Alors, ce n'est pas de l'insolence, c'est qu'il cherche à comprendre le respect, le sens du respect. L'enfant qui demande pourquoi on va à l'église si Dieu entend partout. Il cherche le sens derrière le rituel. Votre enfant qui vous dit, mais à quoi ça sert de bien travailler à l'école si les gens riches ont toutes de toute façon? Pourquoi? J'ai pas besoin. De toute façon, et puis ça c'est vrai, là, j'en ai là, mon neveu comme ça. Mais pourquoi je dois étudier? De toute façon, j'ai toujours bon. Pourquoi? Alors, il questionne le sens de l'effort dans le monde qu'il a autour de lui. Donc ça, c'est ce qu'on entend par spirituel aussi. Et ce qu'on entend par spirituel, l'identité profonde. Ça, je l'aime, l'identité. Qui suis-je? Au-delà du corps, au-delà du comportement, qui suis-je? Alors déjà à 3 ans, 4 ans, votre enfant peut vous dire ou par son comportement, mais moi, je suis comme ça. Quand vous lui demandez de changer de comportement dans sa tête, mais je suis comme ça, je ne peux pas changer. Il commence déjà à se définir et à défendre cette définition-là. Un enfant de 6 8 ans qui dit, mais je ne suis pas comme mon frère, moi. Pourquoi tu me compares avec mon frère ou avec ma sœur? Et celle-là, là, je la ressens beaucoup parce que je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu quand j'étais adolescent, ou ce que, pas par rapport à mon frère, ma soeur, mais par rapport à mon père avait un ami qui avait une fille, on avait la même âge. Puis mon père me comparait souvent avec elle. Et ça m'énervait. J'aimais pas ça. Ça m'énervait, ça m'énervait. Ah! Bon, voilà. Est-ce que j'étais opposante? Moi, je l'étais un petit peu, mais pas extérieur. Je ne m'exprimais pas, c'était à l'intérieur de moi. L'enfant de 9 12 ans, hein, traverse une période où il remet en question ses croyances. Ça arrive et ça risque d'arriver. Ses croyances, ses goûts, ses amis, parfois même sa foi. Il cherche qui il est vraiment en dehors de ce que la famille lui a transmis.
Alors, c'est de ça que je veux parler de l'opposition spirituelle, de la spiritualité spirituelle. Bon, c'est de ça que je parle aujourd'hui. On continue. Alors, vous êtes là, vous êtes toujours là, ça va? Oui, parfait. Faites-moi seulement un petit pouce, tout simplement. Donc, pendant que je cherchais, merci Doriane, pendant que je cherchais, que je faisais, je montais justement cette masterclass, merci les filles, euh, j'ai dit, OK, je veux savoir qu'est-ce que la science dit. Je sais, moi, ce que je dis, je sais ce que ma foi dit, mais qu'est-ce que la science dit? Alors, j'ai plongé, j'ai regardé tout ça, puis je suis venue sur ces chercheurs. Les chercheurs sont arrivés eux-mêmes, en conclusion, à dire les mêmes choses que ma foi, la Bible dit, mais avec des mots différents. Alors, un chercheur qui s'appelle Piaget, vous le voyez à votre écran, a observé quelque chose de fascinant chez les enfants de 3 à 4 ans. Là, j'attire votre attention, prenez note, OK? Peut-être parce que je ne l'ai peut-être pas mis dans la présentation. Les enfants 3 à 4 ans. Il a remarqué qu'à cet âge, l'enfant perçoit les règles comme absolues, sacrées, comme si elles venaient d'en haut. Autrement dit, l'enfant de 3 ans a naturellement une relation spirituelle à la règle, aux règles. Il ne la voit pas comme une opinion de ses parents. Il la voit comme une vérité universelle. C'est pour ça que quand vous brisez une règle devant lui, quand vous faites ce que vous lui interdisez de faire, il est choqué. Il n'est pas juste déçu, il est choqué parce que dans son esprit, vous venez de briser quelque chose de sacré. Oui, mais t'avais dit ça! T'avais dit ça! Pourquoi? Oui, exactement, voilà. Et c'est exactement là que l'opposition spirituelle commence. Et un deuxième chercheur, Kohlberg, a montré que vers 3 à 4 ans, l'enfant commence à juger ce qui est bien et ce qui est mal, pas encore de façon complexe, mais simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il compare, il teste. Est-ce que vous faites ce que vous dites? Est-ce que les règles s'appliquent à tout le monde? Est-ce que le monde est juste? Et quand la réponse est non, il s'oppose. Pas par caprice, par conviction. L'enfant s'oppose. Et la troisième découverte aussi que j'ai vue, m'a personnellement frappée, c'est celle des neurones miroirs, donc sciences neurologiques. Les scientifiques ont découvert que le cerveau de l'enfant est littéralement cadré pour copier ce qu'il voit. Pas ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que vous pouvez lui expliquer la patience 1000 fois. Si vous perdez patience, il l'enregistre. Vous pouvez lui parler de respect 100 fois. Si vous ne vous respectez pas vous-même, c'est ça qu'il absorbe. Son cerveau filme un film, son cerveau filme votre vie et pas vos discours. Ah, le créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a créé ça comme ça, le créateur? Oh, wow, son cerveau filme votre vie. Alors, voilà ce que la science nous dit. Wow, alors, quand je dis que l'opposition spirituelle commence vers 3 ans, la science, en tout cas, c'est quelque chose que je disais aussi avant, et la science, c'est d'accord avec ça. L'enfant à cet âge n'est plus juste un petit être qui teste des limites physiques, il devient un être déjà moral, ok? Il est moral. Il commence à avoir des opinions sur ce qui est juste, sur ce qui est vrai, sur ce que vous incarnez vraiment. Et si ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il entend, il va vous le dire. Ah, il y a des enfants qui disent la vérité. Eh, il y a des enfants qui n'ont pas peur là, de dire la vérité tout haut. Il y en a qui vont se réserver un peu, mais il y en a d'autres, non. Alors, je ne sais pas quel genre d'enfant vous avez. Ah, il va vous le dire. Pas toujours. Et là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas toujours avec des mots. C'est avec des gestes et souvent avec son comportement. OK, allons-y. Qu'est-ce que non, avant. Est-ce que ça va? Ça, c'est bon, hein? Je vous parle, hein? En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé quand j'ai vu ça. Je me dis, ah, voilà, voilà, voilà la vérité. Et là,
Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, j'ai sorti 4 principes bibliques que je voulais partager aujourd'hui par rapport justement quand on parle d'opposition spirituelle. Et là, vous les avez sur votre écran. Donc, le principe numéro 1, la sagesse ne transmet, ne se, la sagesse se transmet par la vie, pas seulement par les mots. Alors, on a tous grandi en entendant des choses comme faut pas mentir, on ment pas, on respecte les autres, on est généreux, on est bienveillant, faut dire merci, faut donner la main, des choses comme ça. Mais ce dont vous vous souvenez sûrement et vraiment, ce n'est pas ce qu'on vous a dit, c'est ce que vous avez vu. Le parent qui disait ne mens pas et qui mentait. Le parent qui parlait de générosité et qui fermait sa porte. Le parent qui priait le dimanche et lundi qui crie. La sagesse que vous portez aujourd'hui, elle vient de ce que vous avez vécu, pas de ce qu'on vous a enseigné. Et votre enfant, hein, il apprend exactement de la même façon. Principe numéro 2. L'enfant observe avant d'écouter. Il lit, hein, votre vie comme un livre ouvert. Donc, votre enfant est le lecteur le plus attentif que vous aurez jamais. Il ne rate rien. Il voit quand vous êtes stressé, même quand vous dites que ça va, ça va, ça va bien. Il le voit, il le sent. Il voit quand vous parlez d'une façon et agissez d'une autre façon. Il voit quand vous vous respectez ou quand vous ne vous respectez pas. Il enregistre tout. Pas pour vous juger, mais c'est pour pouvoir se construire lui aussi. Alors, votre vie est son premier livre de référence. Votre vie est son premier livre de référence. Alors, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il lit en ce moment? Qu'est-ce que votre enfant lit en ce moment sur vous? Principe numéro 3. Former le caractère, c'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur. On veut tellement que nos enfants se comportent bien, soient polis, soient généreux, soient respectueux, soient patients. Eh oui, eh oui. Ouais, c'est parce que on travaille sur les comportements, on corrige, on répète, on punit, on récompense, mais le caractère, le vrai, ça ne se construit pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est le contraire. C'est à partir de l'intérieur. Et un enfant qui est honnête parce qu'il a peur d'être puni, ce n'est pas un enfant honnête. C'est un enfant qui calcule, un enfant qui a peur sûrement. Mais un enfant qui est honnête parce qu'il croit profondément que la vérité a de la valeur, lui, il tiendra cette valeur-là. Quand même personne ne le regarde, il va rester vrai à lui-même. C'est ça la différence entre former le comportement et former le caractère. Et en fait, quand ça commence par nous-mêmes, pas par lui. Principe numéro 4. La discipline sans relation produit de la résistance. La relation sans discipline produit de la confusion. J'aime celle-là tellement que je l'aime là. J'ai envie de vous dire que la prochaine masterclass, là, ça se peut que je le fasse sur la discipline. Vous m'en direz, OK? Alors, j'aime beaucoup ce principe parce qu'il remet les deux en équilibre. Il y a des parents qui ont beaucoup de règles, mais peu de liens. L'enfant obéit peut-être, mais il résiste intérieurement. Et dès qu'il peut, il part en sens opposé. Il y a des parents qui ont beaucoup d'amour, mais peu de cadre. L'enfant se sent aimé, oui, c'est bon, mais il est perdu. Parce qu'un enfant sans limite ne se sent pas libre et se sent abandonné à lui-même. Ce que votre enfant a besoin, c'est les deux. Les deux. Un lien solide et un cadre clair. De l'amour et de la fermeté. De la chaleur et de la direction. C'est ça, le parent aligné. Donc, la transmission spirituelle, ce n'est pas ce que vous dites à votre enfant, en fait, quand le soir avant de dormir, hein, on va prier. Non, c'est pas juste ça, là. C'est ce que vous êtes quand vous êtes fatigué, surtout. Quand vous êtes déçu vous-même. Quand personne ne vous regarde. Parce que c'est là, dans ces moments-là, que votre enfant voit vraiment
qui vous êtes. Et c'est ça qu'il va transmettre à ses propres enfants un jour par après aussi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On continue. Un petit pouce, s'il vous plaît. Un petit pouce et on continue pendant que je prends une gorgée. Wow, quelle est la phrase qui vous a marqué jusqu'à présent? Moi, ce qui m'a marqué jusqu'à présent, c'est vraiment votre enfant vous lit comme un livre ouvert. J'ai fait, hey, mais c'est vrai, quand je regarde moi-même, puis mes parents, c'est vrai. C'est c'est ça. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde de mon côté, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à écrire vos questions parce que je vais pouvoir répondre à vos questions par après, après la masterclass. OK, allons-y. Alors, on va parler des 4 manifestations de l'opposition spirituelle. Donc, on parle de l'opposition spirituelle. J'ai fait un peu d'une introduction pour introduire de quoi je parlais. Il y a 4 manifestations de l'opposition spirituelle que j'en ai déjà nommé quelques-unes. On va y aller en détail et je vais vous donner des clés maintenant. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez papier et crayon, écrivez. Alors, l'opposition numéro 1, l'opposition d'injustice. C'est pas juste. Ah, celle-là, je sais, encore une fois, vous l'avez entendu, mais l'affaire, c'est que souvent, on la balaie trop vite. On dit, ah ben oui, c'est ça, oui, la vie n'est pas juste. Et on passe à autre chose. Mais quand votre enfant crie, c'est pas juste, pourquoi? C'est pas juste. Il n'est pas en train de faire des caprices. Il vient d'avoir, en fait, compte, sa première conversation morale. Il teste si le monde autour de lui est cohérent et si vous l'êtes aussi. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, mais là, on va dire que vous donnez une collation à votre enfant de 4 ans et son grand frère a une plus grosse portion parce que vous vous dites, mais il est plus grand. Mais c'est normal qu'il explose le petit là, qu'il est en crise, qu'il est en larmes ou qu'il a des bras croisés. Donc, ce n'est pas une question de gourmandise, c'est vraiment son sens de l'équité qui vient de se réveiller. Il a besoin, alors la clé, il a besoin que vous validiez ce qu'il ressent et que vous lui expliquez le pourquoi tout simplement, là, pas un gros paragraphe, ok? Juste que vous lui parliez et que vous l'expliquiez simplement lorsqu'il y a ça. Ensuite, il y a l'opposition de vérité. Pourquoi tu fais pas ce que tu dis? Celle-ci est souvent la plus inconfortable pour nous les parents parce qu'elle pointe directement sur nous, sur vous. Votre enfant remet pas en question les règles, il remet en question votre crédibilité. Et il a raison de le faire. Et moi, pour avoir ah, les enfants, les enfants, les enfants. En tant qu'enseignante, ah, combien on a remis? Combien? Combien? Mais attends, je continue, je continue. Les enfants, ils ont raison de le faire parce que les enfants ont un radar extraordinaire pour l'hypocrisie, même à 4 ans. Ça commence très jeune. Alors, vous répétez à votre enfant de ne pas crier à la maison et le soir, vous venez et puis vous criez à la maison. Mais c'est ça. Il va vous dire, mais pourquoi tu cries? Mais toi aussi, tu cries. Alors, ce moment-là n'est pas un moment d'opposition. C'est un moment, je vais te dire, je vais déposer mon micro, c'est un moment en or, si on veut. Pourquoi? Parce que si vous répondez, et ça c'est la clé, si vous répondez avec humilité, si vous lui dites, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pas dû crier, excuse-moi, vous venez de lui enseigner quelque chose qu'aucun livre ne peut enseigner, que les adultes aussi font des erreurs et que les reconnaître, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Il apprend et il va le faire lui aussi. Tout le monde peut se tromper. Ok? L'opposition de vérité. Ensuite, il y a l'opposition de sens. L'opposition de sens dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Alors, cela, c'est pas de l'argumentation. Souvent, on la traite comme ça, comme s'il est en train de s'argumenter à chaque fois qu'il me demande pourquoi, et on ne veut pas répondre, ou on répond une phrase, on ferme la conversation, on change, mais il va revenir avec son pourquoi. Mais quand votre enfant demande au fond pourquoi, il ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Il veut une raison de tenir la règle de l'intérieur et pas de l'extérieur seulement. Alors donnez-lui en fait compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-lui cette raison et il n'aura plus besoin que vous la fassiez respecter de l'extérieur. Votre enfant, par exemple, de ces cas refuse justement de dire merci quand il reçoit quelque chose, surtout après avoir reçu un cadeau.
et vous insistez, vous insistez, vous insistez, au lieu d'insister à chaque fois ou de forcer, ben, ça serait bien peut-être de l'expliquer tout de suite calmement, le pourquoi, tout simplement avec une phrase. Écoute, les gens ont pris le temps de faire ça, ça, leur énergie. Les gens t'aiment, c'est pour ça qu'ils te donnent des cadeaux. Il faudrait redire merci, merci à cette personne-là. Et ça dépend de son âge, hein. Cet exemple-là vient parce que mon fils, moi-même, il y a une semaine et demie, c'était l'anniversaire de mon fils. Et quand c'était le temps de déballer les cadeaux, déballer le premier cadeau, deuxième cadeau, troisième cadeau, puis je le voyais là, c'était déjà trop. Tu sais, là, justement, les fêtes d'anniversaire, c'est tellement intense. Il y a beaucoup de surcharge émotionnelle, sensorielle. Et je le voyais là. Arrivé au quatrième cadeau, il ne voulait plus là. Puis là, moi, j'étais comme premier cadeau, il faut dire merci, on dit merci, on donne des câlins. Il a fait deuxième, il a fait par lui-même troisième. Hey, quatrième, il a dit non, il était plus capable. Puis il est parti. Il est parti. Je l'ai laissé, je l'ai laissé. J'ai dit, OK, ça va. J'ai expliqué, puis c'est moi qui ai ouvert les cadeaux. J'ai pas forcé. Parce qu'en fait, des fois, il faut choisir ses batailles. J'ai choisi ma bataille. J'ai dit non. Prochaine fois, on va lui dire, on va lui expliquer. Ça, c'est une autre chose à faire aussi, d'expliquer les choses avant que la situation arrive. Donc, euh, ça, c'est l'opposition de sens. Pourquoi? Pourquoi le pourquoi? OK? Après ça, il y a l'opposition d'identité. Je suis comme ça. Celle-ci, là, elle est délicate parce qu'elle touche à quelque chose de très profond. La façon dont votre enfant se perçoit. Quand il dit je suis comme ça, il ne défie pas, il ne vous défie pas, il vous demande quelque chose en fin de compte qui est fondamental. Est-ce que tu m'acceptes comme je suis? La façon dont vous répondez à cette question va marquer son identité pour longtemps. Votre enfant de 8 ans est très intense, on va dire que c'est un garçon. Ça, c'est un exemple que j'ai parce que je l'ai vu, j'ai expérimenté. Un garçon de 8 ans, très intense. Il ressent tout très fort, il réagit fort, il pleure fort. Et quand je vous dis il pleure fort, il rit fort, il est fort. Et vous lui dites souvent, oh ben là, arrête-toi, franchement, tu pleures comme une fille, arrête là, mais t'es un garçon. Ouh, ça, hmm. Et peut-être il va vous répondre, il va dire, ah ben oui, mais je suis comme ça. Il faut faire attention, je vous ai parlé de mensonges tantôt. Ce qu'il peut recevoir comme mensonge, c'est de dire, ben, à la longue, là, ce mensonge-là, c'est que, ah ben là, est-ce que vraiment je suis un garçon? Peut-être je suis une fille. Hum, L'identité. L'identité. Euh, quoi d'autre? Quel mensonge qu'ils peuvent avoir aussi? Ben, ils essayent ou ils essayent de faire ses devoirs puis ils n'y arrivent pas. Ça peut jouer sur son identité que l'école n'est pas faite pour lui. Euh, c'est sensible, hein, je vous dis, c'est sensible. Les enfants à cet âge-là se sont déjà dit, voici comment ils sont, je suis comme ça. Mais pourtant, non. Pourtant, non. Alors c'est pour ça que je prie que Dieu nous ouvre l'esprit, nous ouvre les oreilles, les yeux, et qu'on capte tout de suite que, ah, il y a un mensonge ici et d'identité. Alors, c'est de justement la clé ici, c'est vraiment confirmer son identité, confirmer pas seulement le fille, garçon, mais qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, tout ça. Alors, l'identité, l'opposition d'identité, ça, c'est la quatrième. Et je ne peux pas finir non plus sans parler des ennemis de la transmission des valeurs familiales, des règles familiales, des principes familiales, puisque c'est ce qu'on parle de spirituel. En fin de compte, des ennemis qui viennent bousiller votre environnement spirituel, bousiller l'environnement spirituel de l'enfant, de vos enfants, de votre famille. J'ai sorti 4, en gros, et je veux qu'on en parle aujourd'hui sur ces 4 ennemis-là, qu'on se penche un peu là-dessus. Alors, de quoi tu parles, Kim, quand tu parles des ennemis? Je parle de la culture, la société d'aujourd'hui, je parle des relations, je parle de ce que déjà l'enfant porte en dedans dans son âme et aussi des voix qu'il entend de l'ennemi spirituel. Alors, on a vu ce que vous voulez transmettre, on a vu comment ça se transmet, mais je veux aussi parler avec vous
des ennemis, il y a des forces des concrètes réelles, des choses négatives qui travaillent contre ce que vous essayez de construire dans votre famille. Et si vous les connaissez pas, elles travaillent silencieusement. Elles rentrent dans la maison, dans le foyer, tous les jours. Alors, la première chose, c'est justement les écrans. Vous le voyez sur la présentation, les écrans, l'algorithme, qui transmettent des valeurs contraintes. Je veux vous encourager, parents, à regarder ce que vos enfants regardent en ligne. Les vidéos, les jeux vidéo, les émissions YouTube, surtout pour enfants, ça a l'innocence, c'est beau. Les chansons, les couleurs. J'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, là. J'ai une formation là-dessus, un petit cours là-dessus. Il faudrait aller voir ça parce que je pense justement qu'est-ce qu'il faut voir? Et vous allez voir que, oh, oh, je pensais que c'était innocent, je pensais que c'est une belle émission, et pourtant, il y a des messages contraires à ce que vous voulez mettre dans votre famille, contraires à vos valeurs familiales. OK? Donc, ça, c'est un ennemi numéro un aujourd'hui. L'ennemi numéro deux, la culture de l'immédiateté. Qu'est-ce que je veux dire? La valorisation de la gratification instantanée, tout de suite. On veut les choses tout de suite. J'allais dire génération micro-ondes, mais on n'est plus une génération micro-ondes, là, c'est la génération robot, robotique, qui fait tout pour nous. Hein? Alors, on veut les choses à la vitesse, tout de suite. On veut la disponibilité constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 heures. Non, non, je ne suis pas disponible 24 heures sur 24 pour toi. Non, tu dois attendre. Non, la patience, la persévérance. Donc, la culture de l'immédiateté et ça, zéro tolérance à la frustration, c'est vrai ça. C'est ça que ça produit. Ensuite, il y a le groupe de pairs, donc les amis. Les amis. L'appartenance prime sur les valeurs. À un moment donné, tranquillement, là, si les valeurs ne sont pas ancrées, là, à l'extérieur, ça va venir bousiller justement tout ce que vous avez voulu mettre dans votre famille. Ensuite, parlons de ce qui se passe interne chez l'enfant. Déjà, les blessures, les mensonges. Je reviens là-dessus, les mensonges. Aïe, aïe, aïe. Il croit déjà ça, puis c'est pas vrai de lui. Les blessures, la honte, la peur du rejet, etc., ça vient déjà. Le manque de sens, ça veut dire il demande pourquoi, mais on ne le dit pas son pourquoi. Donc, il va aller chercher le pourquoi ailleurs. Mais quand il va chercher le pourquoi ailleurs, là, le pourquoi ailleurs n'est pas un vrai pourquoi. Ça peut venir bousiller justement votre enfant, votre foyer. Donc, culturel, sociaux, interne, relations familiales. Ça veut dire l'incohérence parentale. Ah, celle-là aussi, elle est forte. L'incohérence parentale. L'enfant retient le comportement, pas la parole. Il retient le comportement de papa, il retient le comportement de maman. Ah, maman dit ça, papa dit ça. Il vous lit comme un livre ouvert. Les conflits non résolus entre parents. Ils nous voient, les enfants nous voient. Ils regardent ça, puis ils savent, ils ressentent tout ça. Et ça aussi, ça vient jouer comme ennemi à la transmission des règles, des valeurs, des principes. La surprotection. On protège tellement les enfants. C'est comme, ils sont couverts comme un parapluie, ils sont sous le parapluie, là. Ils ne peuvent pas sortir du parapluie. Ils ne vivent jamais les conséquences de leur choix. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors ça, c'est un autre ennemi. Et l'autre ennemi aussi que je vais souligner, l'ennemi spirituel, la voix négative qu'il peut entendre, même si ce n'est pas à travers quelqu'un, mais un esprit, c'est là, c'est là. L'opposition active à la formation du cœur et de l'esprit. Donc ces voix-là viennent vraiment pour former négativement le cœur et l'esprit de nos enfants. Vient opérer par les peurs, vient opérer par les blessures qu'ils ont déjà aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un enfant qui est ancré dans ses valeurs, dans ses principes, est difficile à déraciner. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Un enfant qui est ancré, qui est capable de dire non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, c'est ça, ça, ça.
Un enfant qui est capable de dire non, ça c'est pas la vérité, c'est comme ça a été fait. Un enfant qui se tient comme ça, là. En tout cas, moi, je l'ai vu, puis je suis comme, waouh, j'applaudis ça, puis je me dis, ah ben, un enfant ancré dans ses valeurs, c'est un parent qui est ancré dans ses valeurs aussi, définitivement. Alors, ça, c'est les quatre obstacles à la transmission qui vient vraiment bousiller justement les, euh, les valeurs, les principes et les règles qu'on veut mettre dans nos familles, qu'on veut instaurer, tout ça. OK. Ensuite, qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Oh, je veux parler de construire le caractère de l'intérieur vers l'extérieur. Rapidement, je te donne les 5 piliers du caractère. Il y a plein là, mais j'en donne 5 aujourd'hui. Alors, la première chose, justement, on veut construire, on veut euh, encourager, fortifier l'honnêteté chez nos enfants. Les apprendre à dire la vérité même quand c'est difficile. L'honnêteté ne se demande pas, elle se voit. Un enfant qui vous voit admettre vos erreurs apprend que la vérité a plus de valeur que la perfection. Alors aujourd'hui, je vous encourage, valoriser la vérité plus que la perfection et ne jamais punir un aveu courageux. Et si je dois poser la question, je la pose, elle est à l'écran. Est-ce que mon enfant me voit reconnaître mes erreurs? Est-ce que je valorise la vérité même quand elle me dérange? Pilier numéro 2, la responsabilité. Assumer ses actes sans se justifier ni se victimiser. Ah, c'est pas juste. Ah, mais moi, non, c'est pas moi. Oh, mais moi, je fais toujours ça. C'est toujours moi. Pourquoi? OK? La responsabilité s'expérimente, elle ne s'enseigne pas. Un enfant protégé de toutes les conséquences n'apprend jamais à assumer une seule. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, laisser l'enfant vivre les conséquences naturelles et logiques de ses choix. C'est important. Et ma question pour toi, c'est que est-ce que je le protège trop des conséquences de ses actes ou est-ce que je prends sa responsabilité à sa place? Troisième caractère, l'empathie. Ressentir ce que l'autre sent et en tenir compte. L'empathie se construit dans le quotidien quand les émotions sont nommées, sont accueillies et respectées à la maison. Je veux qu'à la maison, vous soyez capable de les nommer, ces émotions-là, dans le quotidien, de montrer que les sentiments des autres comptent aussi pour vous, pour qu'ils puissent apprendre l'empathie. Et c'est surtout pour qu'ils ne puissent pas rester égoïstes à lui-même. Le monde n'est pas centré sur toi, là. Il y a d'autres gens autour de toi. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que je lui montre que les émotions des autres comptent pour moi? OK? Pas juste l'enseigner, mais lui montrer vraiment. Après ça, pilier numéro 4, le courage moral. Faire ce qui est juste, même sous pression. Même si tout le monde le fait, moi, je ne le fais pas. Même si mes amis, mais moi, je tiens ferme sur mes convictions. Alors, le courage moral ne vient pas de discours sur les super-héros. Il vient de voir un parent tenir ses convictions avec douceur et avec fermeté. OK? Alors, valoriser le fait de défendre ses convictions, même quand c'est inconfortable ou impopulaire. Est-ce que, ça c'est la question, est-ce que mon enfant me voit tenir mes positions avec douceur et fermeté ou est-ce que je cède sous la pression ou est-ce que je m'énerve quand j'ai à défendre quelque chose? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais? L'enfant le voit. C'est ça qu'il enregistre dans son cerveau. Et la cinquième, et non la moindre, la gratitude et le sens, savoir d'où on vient, ce qu'on a et pourquoi on est là. Et la gratitude ancre un enfant. Je ne sais pas combien d'enfants sont dans la gratitude, savent c'est quoi et le pratiquent tous les jours. Alors ici, c'est qu'on lui donne un regard sur la vie qui résiste aux tempêtes. Parce qu'il sait ce qui compte vraiment, même quand les choses surtout quand les choses, ça va pas, c'est comme tu le veux. Être capable de trouver le bon et de dire merci. Alors, je veux t'encourager à mettre en pratique des rituels de reconnaissance en famille. Nommer ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui vient d'ailleurs aussi. Et ça
Ça peut être le soir avant de dormir, on prie et puis, dire merci et ça serait bon de dire merci au moins pour 3 choses que s'est passé aujourd'hui et d'instaurer ça dans la vie de nos enfants. La question que j'ai pour toi, quel sens est-ce que je transmets à travers notre vie quotidienne? Mon enfant sait-il ce qui est précieux pour nous? Et j'aime le pour nous. Pas ce qui est précieux seulement pour lui, c'est bon, oui, je sais, mais un regard au nous, est-ce qu'il le sait? Alors, vous êtes le livre que votre enfant lit avant tous les autres livres. La transmission spirituelle, vous voyez, ça passe par l'incarnation et pas par le discours. Votre enfant retient vos réactions. Alors, sous pression, là, c'est ça qu'il retient. Pas vos discours, pas vos conférences, pas vos, non, 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 non. Vraiment, vos réactions. Donc, vraiment, la question centrale dans tout ça, c'est qui suis-je quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, quand je suis déçue moi-même? Qui suis-je? C'est là que votre vrai modèle se révèle à votre enfant. Ce que vous n'avez pas réglé en vous, vous le transmettez malgré vous. Alors, travailler sur soi, là, c'est pas un luxe, c'est une responsabilité spirituelle, vraiment. Puis ça se fait tous les jours. Tous les jours, il faut travailler. En tout cas, moi, j'ai pas fini d'arriver là, je ne suis pas arrivée là. Non, 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 non. J'ai du travail aussi à faire. OK? Alors, je pense que ça va de soi aussi pour nous tous. Et combien de fois avez-vous compris quelque chose sur vous-même et 2 jours plus tard ou la semaine après, hein, sous la fatigue, sous la pression, vous avez refait exactement la même chose? Alors, on change pas, nos patterns, on change pas les cycles comme ça du jour au lendemain. L'information non plus ne suffit pas. La volonté, on a la volonté, c'est un début, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer vraiment les choses, c'est vraiment une vraie transformation. Alors, tu es venu parce que ton enfant s'oppose, ton enfant crie, ton enfant résiste. Et je veux te dire quelque chose d'important. En te transformant toi, c'est lui qui change parce que l'enfant ne réagit pas à ce que tu dis, il réagit à ce que tu es vraiment, vraiment. Alors changer nos paradigmes pour devenir le parent qu'on veut être, c'est pas un problème d'effort, c'est vraiment un problème de transformation et permets-moi de t'expliquer ce que je veux dire par transformation. Quand je parle de transformation, je vois un travail de 4 niveaux. Parce qu'on ne change pas juste sa façon de penser. On veut tout changer notre être, tout simplement. Et c'est faisable. Et on veut changer ça de façon durable, pas quelque chose d'une semaine, tout simplement. Alors, quand je parle des 4 niveaux de transformation, je parle du spirituel, du personnel, émotionnel, physique et environnemental. Alors, spirituel, c'est pouvoir reconnecter à ce que tu es vraiment, tes valeurs, ta vision, ton identité profonde de parent. Quand tu sais que tu es, ton enfant sait à qui il a affaire. La clarté en toi crée sa sécurité à lui. Au niveau personnel, c'est d'identifier et reprogrammer les paradigmes, les croyances et les patterns qu'on a hérités qui pilotent les réactions à notre insu. Alors, quand tu changes ce que tu portes, ton enfant n'a plus besoin de le porter à ta place. Ses comportements changent parce que ton énergie change aussi. Au niveau émotionnel, c'est un travail émotionnel. Apprendre à ressentir sans exploser, à accueillir sans te noyer. Quand tu apprends à réguler tes propres émotions, ton enfant apprend à réguler les siennes. Tu deviens le calme qu'il cherche au lieu de devenir la tempête qu'il va déclencher. OK? Donc, spirituellement, personnellement, émotionnellement et physique et environnemental aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de mettre de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes dans ton environnement qui va soutenir le tout et surtout qui va soutenir qui tu es. Quand ton quotidien change, ben, l'allure change aussi. Il y a moins de chaos, il y a moins de cris, il y a plus de connexion, la paix à la maison commence par la paix justement qui est en toi et c'est toi qui mets cette paix-là dans ton environnement. Alors c'est pour ça que je pense que c'est une transformation à tous ces niveaux-là, les 4 niveaux que je viens de nommer. Alors, si ce soit quelque chose s'est allumé en toi, si tu te reconnais, tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire,
Alors, ce que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est un appel de clarté de direction de 45 minutes qui est tout à fait gratuit. On va regarder ensemble où tu en es présentement, ce qui te bloque profondément et ce dont tu as besoin pour incarner le parent que tu aimerais être. Je te donne pas un module, je te donne une présence réelle, un regard sur toi, un plan concret pour ta réalité à toi personnellement. Alors, je vais mettre le lien dans le chat dans quelques secondes. Et si vraiment tu te reconnais, tu dis, bon, ok, c'est bon, tout ce que tu as dit, tu m'as touché, je veux aller plus loin, plus en profondeur. C'est 45 minutes, prends cet appel avec moi et on va y aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là et dans d'autres sujets, surtout dans les 4 niveaux que je viens de nommer, tout ça. Alors, tu peux repartir aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu, et c'est beaucoup, j'ai donné beaucoup. Mais si tu veux que ça change vraiment, juste, pas juste aujourd'hui, pas juste cette semaine, mais durablement en profondeur, encore une fois, je t'invite à prendre un appel de clarté et c'est fait pour toi. C'est fait pour ça, justement. Alors, je vais mettre le lien dans le chat et je te dis merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté la masterclass. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. J'espère que vraiment ça t'a dit de quoi. Si tu as des questions, là maintenant, je vais aller répondre aux questions. Et pour ceux qui écoutent en replay, vous pouvez toujours m'écrire aussi. Je réponds aux questions soit sur YouTube ou par email aussi. Je réponds aux questions et j'enverrai le lien aussi pour prendre un appel de clarté stratégique avec moi.